ce chapitre 2 consacré à la démocratie athénienne, nous avons abordé dans un premier temps l'invention par Athènes de la démocratie au 5e siècle principalement. Et ici, on va avoir un deuxième volet de cette histoire athénienne, puisqu'on va montrer que Athènes devient une thalassocratie dans ce cours. La principale source pour traiter la question des guerres médiques, c'est l'historien Hérodote. Alors cet historien a écrit un ouvrage sur le sujet appelé Histoire ou Enquête, et il est considéré par les historiens comme le père de l'histoire, car il se montre très objectif dans le traitement de cette guerre. La deuxième source est également l'historien grec, Thucydide. Il nous raconte dans sa guerre du Péloponnèse le conflit qui oppose la Ligue de Délos menée par Athènes à la Ligue du Péloponnèse menée par Sparte. Une thalassocratie est un État dont la puissance repose sur la domination des mers. Donc ce cours va nous montrer que finalement, Athènes ne respecte pas ses principes, à savoir la liberté et l'égalité, à l'extérieur de la cité. Dans cet empire athénien, cet empire maritime, les autres cités non seulement perdent leur liberté, mais en plus, elles ne sont plus traitées à égalité avec Athènes. Ce qui permet à Athènes de devenir une thalassocratie, c'est d'avoir une situation, une opportunité, celle des guerres médiques. Alors on parle de guerres médiques par référence aux Mèdes, qui est un des principaux peuples qui forment l'Empire perse. L'Empire perse, à la fin du VIe siècle, est un empire gigantesque, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et la Grèce se trouve à sa périphérie. Quelques cités de la Grèce d'Asie mineure sont déjà soumises au roi des rois, et elles doivent payer un tribut en signe de soumission. Donc je vous rappelle qu'un tribut, c'est un impôt payé par un peuple à une puissance étrangère, à un État étranger. Donc les cités d'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, celle qui se trouve sur la côte de la mer Égée, doivent payer cet impôt aux Perses. Le non-paiement de cet impôt est considéré comme un signe de rébellion, et ces cités s'exposent donc à une guerre, et en cas de défaite, les cités encourent leur destruction, voire la mise en esclavage et la déportation de leur population de l'Empire perse. En 499, les cités d'Ionie décide de ne plus payer ce tribut et se révolte donc contre le roi des Perses, Darius, dont vous avez ici un bas-relief que l'on peut encore aujourd'hui voir à Persépolis en Iran. Alors les cités athéniennes sont divisées, certaines sont neutres, d'autres soutiennent même l'empire perse, mais les cités les plus importantes, à savoir Sparte et Athènes, eh bien ces dernières soutiennent les cités d'Ionie dans leur révolte au nom de la liberté des Grecs. C'est donc le début de la première guerre médique contre Darius Ier. Les Perses mènent une double offensive, une offensive terrestre par le nord. On traverse les Lesbons. Les Lesbons, c'est ce détroit très étroit entre la mer Égée, la mer Méditerranée, et la mer Noire. Les troupes perses envahissent tout le nord de la Grèce et les cités grecques se soumettent les unes après les autres face à la toute-puissance, à la grande armée du roi des Perses. Ces derniers mènent également une offensive maritime et débarquent en Attique, dans la plaine de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ. L'armée perse est bien plus nombreuse que l'armée athénienne, mais deux éléments permettent aux Grecs de l'emporter sur les Perses. Premièrement, la technique de combat. Les Grecs combattent en phalange, les hoplites se protègent les uns les autres et forment, même s'ils sont peu nombreux, un front très solide. Et deuxièmement, la stratégie menée ici, puisque les troupes athéniennes, même si elles sont en petit nombre, réussissent à encercler la grande armée perse dans laquelle la panique va s'emparer des soldats et lesquels vont fuir le champ de bataille. C'est donc une grande victoire pour les Athéniens. C'est aussi une victoire symbolique, celle du faible contre le fort. Les Grecs sont donc momentanément sauvés de la domination perse. Alors pour l'anecdote, il faut savoir qu'un soldat, un hoplite athénien,
a réussi à faire d'une traite le chemin entre Marathon, entre la plaine de Marathon et Athènes, qui correspond à un peu plus de 42 km. Et pour rendre hommage à cet exploit, eh bien, on introduit dans les Jeux Olympiques une épreuve, celle du marathon, une course de 42 km. Cette épreuve a été créée très tardivement, à l'époque contemporaine, en 1896, lors des Jeux Olympiques d'Athènes. Les Perses ne s'avouent pas vaincus. 10 ans plus tard, ils reviennent, ils envahissent la Grèce, et cette fois-ci, les Athéniens ne sont pas capables de leur résister, et donc la cité d'Athènes est prise par les Perses, elle est pillée, détruite, incendiée, et sa population a réussi à fuir à temps pour aller se réfugier sur l'île de Salamine qui se trouve juste en face d'Athènes. Les Perses du roi Xerxès, donc c'est le fils de Darius Ier, décident de détruire la flotte grecque, la flotte athénienne, et l'encercle dans la rade de Salamine. Et à nouveau, eh bien, les Grecs se trouvent en situation de faiblesse face au grand nombre de navires perses. Et à nouveau, c'est la tactique ou la stratégie grecque qui va l'emporter. Le stratège Thémistocle tente un piège aux Perses, lesquels pénètrent dans l'étroite rade de Salamine. Donc c'est un combat naval. L'objectif est d'éperonner le navire adverse, mais dans le chaos du combat, et vu le trop grand nombre de navires dans cette étroite rade, finalement, les navires perses finissent par trop choquer les uns les autres, et la flotte perse est détruite. Le stratège Thémistocle a réussi pour la deuxième fois à vaincre, grâce à sa tactique, les Perses, mais est-ce la dernière bataille? Sur cette image, vous voyez ici une reconstitution, une illustration de ce qu'est une trière. Donc, la meilleure façon de détruire ce navire, c'est de l'éperonner de façon latérale. La deuxième stratégie consiste aussi à venir l'éperonner au niveau des rames, de façon à le rendre ingouvernable et le rendre très vulnérable. L'éperon que vous avez ici, c'est la pointe qui se trouve au niveau de la proue. Et l'intérêt de cette pointe, c'est qu'elle permet de concentrer toute la force, toute l'énergie du navire sur une faible surface, ce qui donne donc un impact et un choc très fort. L'éperon est en métal et est en bronze. Et pour votre culture, il faut savoir que dans le langage des marins, on utilise le mot proue pour désigner l'avant du bateau et le mot poupe pour l'arrière, et aussi les mots tribord pour la gauche et bâbord pour la droite. Donc sur cette trière, vous voyez que les rameurs jouent un rôle essentiel. Vous avez également des hoplites pour l'abordage des navires adverses. Au final, après deux grandes guerres, les Grecs prennent conscience du danger perse et aussi de leur faiblesse. Et leur faiblesse vient de leur propre organisation, puisqu'il n'y a pas d'État unitaire en Grèce. La Grèce est composée de cités-États indépendants. Donc ils décident de s'unir dans une alliance militaire autour d'Athènes avec la création en 478 avant Jésus-Christ de la Ligue de Délos. Délos est une île située au cœur de la mer Égée et vous avez ici une illustration du trésor de Délos où était entreposé le tribut payé par les cités qui participaient à cette alliance. Alors toutes les cités ne participent pas à cette alliance, notamment la plus importante d'entre elles, à savoir Sparte. Donc Sparte reste en dehors de cette alliance et veut garder son indépendance. Elle forme donc une alliance parallèle, plutôt continentale, avec la Ligue du Péloponnèse. Donc Athènes va détourner très rapidement cette alliance militaire à son avantage. L'alliance devient en fait un empire dominé par la cité d'Athènes avec 150 cités tributaires. Donc ce tribut est très élevé puisque par exemple ici Égine, la cité d'Égine, versait 30 talents. Un talent équivaut à 26 kg d'argent pur, donc on a affaire à d'importantes sommes, et lesquelles devaient servir à l'entretien, à la construction, l'entretien d'une flotte de trières. Mais Athènes va rapidement détourner
Ce tribut a son avantage, par exemple pour la réalisation de grands travaux comme ceux de l'Acropole, comme la construction du Parthénon par Périclès. Athènes impose donc peu à peu son hégémonie sur les autres cités dans d'autres domaines comme l'économie, avec sa monnaie et son commerce. La Ligue de Délos n'a plus de sens étant donné que le danger perse n'existe plus. La Ligue du Péloponnèse autour de Sparte se renforce. Une guerre donc s'engage entre les deux ligues à partir de 431 avant Jésus-Christ, qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. Péloponnèse, c'est la région de Sparte. L'armée athénienne est dirigée par Périclès, et finalement, Athènes est battue en 404 avant Jésus-Christ, et pire encore, la démocratie athénienne disparaît et elle est remplacée par une oligarchie. La Ligue de Délos est alors dissoute. En conclusion de chapitre, on peut dire que Athènes a marqué le 5e siècle avec la création de la démocratie, mais son ambition impérialiste lui a été fatale. La démocratie donc disparaît pour un long moment, elle sera remise à l'ordre du jour avec les Romains et la République romaine. Voilà, ce cours est terminé, je vous souhaite une bonne continuation. Vous pouvez bien sûr relire ce cours et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire constructif si vous le souhaitez. À bientôt!